Un immense merci à toutes et à tous. C'est vraiment un bonheur de pouvoir présenter ici en avant-première puisque ce lieu a été très important pour mes recherches. C'est ici que j'ai trouvé des morceaux qui ont été indispensables pour reconstituer les aventures de Ségurant, le chevalier au dragon. Mais d'abord, avant de commencer, j'aimerais vous montrer la bande-annonce de ce film et je vais vous montrer au fur et à mesure des extraits pour vous introduire donc à ce sujet. Alors ici, vous avez une première affiche. Elle est en anglais parce que ça va être traduit dans diffusé dans plusieurs pays. Et ensuite, ici, je vous lance la bande-annonce. Emanuele Arioli, a medieval scholar at the Sorbonne University, discovers an ancient manuscript that tells of an unknown, mysterious knight of the court of King Arthur. J'ai trouvé plusieurs épisodes, mais le récit est incomplet. Captivated, he embarks on a mad quest to find the missing chapters of this lost medieval tale. For 10 years, he travels from library to library all over Europe. England, Brittany, even the Nordic countries, passing through the mythical lands of Arthurian legend, searching for the pieces to complete this precious manuscript. C'était une découverte exceptionnelle que de trouver les aventures d'un nouveau chevalier de la table ronde. Ce manuscrit a bouleversé ma vie. De quoi parle-t-elle vraiment? Through this exceptional investigation, Emanuele will uncover the adventures of Ségurant, the knight hunter of dragons, and reconstitute one of the great lost novels of medieval times. The final chapter of one of the most enduring legends of the Western world, the Knights of the Round Table. Voilà, donc le premier manuscrit dans lequel je fais cette découverte, dans lequel j'ai découvert la première pièce, la première partie de cette légende, c'est le manuscrit que vous voyez, qui est conservé à la bibliothèque de l'Arsenal à Paris. C'est le manuscrit 5229 de la bibliothèque de l'Arsenal. Un manuscrit qui n'avait pas été remarqué. Pourquoi? Parce que c'est un manuscrit qui est catalogué comme les prophéties de Merlin. Les prophéties de Merlin étaient un recueil qui est attribué à l'enchanteur Merlin. Évidemment, l'auteur n'est évidemment pas l'enchanteur Merlin, c'est un auteur anonyme qui, au XIIIe siècle, a décidé d'écrire des sortes de prophéties attribuées à Merlin qui parlent de divers événements, qui parlent de la légende du roi Arthur, qui parlent d'événements contemporains de l'époque, mais il les a attribués à Merlin. Donc l'œuvre était connue, et donc ce manuscrit n'avait pas été remarqué. Ou du moins, on n'avait pas remarqué que ce manuscrit ne contenait pas seulement les prophéties de Merlin, mais contenait en son intérieur aussi une autre histoire. Comme vous le voyez, j'étais encore un jeune étudiant de 2010 et consultant plusieurs manuscrits du Moyen-Âge, je tombe sur cette aluminure très curieuse d'un chevalier avec un dragon. Et j'en trouve un deuxième, et j'en trouve une troisième. Je me demande, mais de quoi s'agit-il? Eh bien, je lis l'histoire, et c'est l'histoire d'un chevalier qui est appelé Ségurant, le chevalier au dragon. Donc, je fais des recherches, j'en parle autour de moi, je me rends compte que personne, de fait, ne connaît cette histoire. De fait, je me trouve devant une partie inconnue de la légende du roi Arthur. Mais alors, qui est ce chevalier Ségurant? Et c'est de là que mon enquête a commencé, une enquête qui a duré 10 ans, qui a été très complexe. Et donc, j'ai commencé à chercher dans des manuscrits que l'on appelle les armoriaux de la table ronde. Donc, ce sont des manuscrits qui vous présentent un blason et un portrait pour chaque chevalier. Dans certains manuscrits, en effet, ça, c'est un manuscrit qui est encore inédit. C'est un texte qui présente plusieurs chevaliers de la table ronde. Il faut savoir qu'au début de la légende du roi Arthur, j'en reparlerai, les chevaliers de la table ronde étaient peu. D'abord, il y en avait 12, puis 24. Et à la fin du Moyen-Âge, on parle de 150 chevaliers de la table ronde. Et ce manuscrit-là, qui est encore inédit, est une sorte d'encyclopédie des chevaliers de la table ronde.
Et on y trouve aussi, comme vous voyez, Ségurant. Donc ce manuscrit est conservé à l'Arsenal. Et du coup, je trouve aussi un résumé de sa vie. Mais un résumé qui ne colle pas avec l'histoire que j'ai trouvée. C'est comme on le verra, l'histoire que j'ai trouvée n'était pas complète. J'avais trouvé juste un morceau. Alors je me suis dit, ben, ce chevalier, il y a autre chose à trouver, c'est très étrange finalement. Il y a un manuscrit qui raconte une partie de son histoire, mais son histoire est incomplète. D'un autre côté, il y a cet autre manuscrit. D'où provient ce chevalier? Donc c'était la question que je me suis posée. Qui l'a inventé? D'où sort-il, en quelque sorte? Donc, petite parenthèse sur la légende du roi Arthur. Vous connaissez toutes et toutes à peu près la légende du roi Arthur, mais je réponds à une question qu'on me pose souvent. Est-ce que la légende du roi Arthur, elle est originaire, elle est française, elle est anglaise, elle provient d'où, hein? C'est la question que l'on me pose le plus souvent. La légende du roi Arthur et de la table ronde est donc une légende celte. Ce sont les peuples celtes, donc en Grande-Bretagne et dans la Bretagne française, qui inventent cette légende. À la base, il y avait peut-être un personnage historique qui a inspiré Arthur, mais sur lequel on ne sait pas grand-chose. Sans doute, c'était un chef de guerre celte au VIe siècle. Mais autour de cette figure se génère une légende qui, pour plusieurs siècles, est transmise de manière orale. Ce qui fait qu'entre le VIe siècle, qui est sans doute la date possible d'une possible source, en tout cas des premières traces de cette légende, et la première mise par écrit de cette légende, plusieurs siècles passent. Donc cette légende évolue. Ce qui fait qu'il y a un écart, sûrement, entre la légende à son origine et puis la légende qui a été mise par écrit. Alors, les textes celtes, paradoxalement, les premiers sont assez tardifs et interviennent plusieurs siècles après. Ce qui fait que la légende du roi Arthur se diffuse au fur et à mesure. Il y a une œuvre qui est capitale au XIIe siècle, qui est l'histoire des rois de la Grande-Bretagne, de Geoffroy de Monmouth, ouvrage latin qui finalement, il écrit une histoire qui est consacrée au roi de la Grande-Bretagne et il insère aussi Arthur. Manière de donner aussi un ancêtre célèbre au roi de la Grande-Bretagne. C'est comme ça que la figure d'Arthur est reprise. Il est présenté comme un roi courtois, et tout à coup, cette légende traverse la Manche, en quelque sorte, et se diffuse en France. Et la France a joué un rôle capital dans cette littérature française. Vous connaissez sans doute Chrétien de Troyes, qui est celui en quelque sorte qui a inventé le roman arthurien au XIIe siècle, dans la deuxième moitié du XIIe siècle. De fait, il reprend une légende qui est déjà existante, mais il la forge dans cette forme qui est le roman arthurien. Vous savez sans doute qu'il a écrit plusieurs romans en vers, donc Perceval, Lancelot, Yvan, etc. Mais son roman le plus énigmatique est Perceval ou le conte du Graal, puisque c'est la première fois où il mentionne le Graal, qui sans doute existait avant, mais c'est ma première mention écrite. Donc, dans cette histoire, Perceval, qui est un chevalier naïf, tout à coup se retrouve dans un château où une jeune femme tient le Graal. Il devrait poser la question à savoir qu'est-ce que le Graal, mais comme il est très naïf, on lui a dit de ne pas poser des questions, il ne la pose pas. Le château disparaît et l'auteur meurt après. Ce qui fait que finalement, on ne saura jamais ce qu'est le Graal. Mais il y a ensuite un auteur génial du XIIIe siècle, peu après, donc, qui reprend cette légende et qui dit que le Graal était le calice dans lequel est conservé le sang du Christ. Mais c'est en quelque sorte une interprétation tardive. En quelque sorte, le Graal, c'était peut-être autre chose avant. En tout cas, on a ce mystère du Graal qui se diffuse et qui est à l'origine des premiers romans en prose au XIIIe siècle. On en conserve très peu de ces romans du XIIIe siècle, et le roman que j'ai découvert, Ségurant le Chevalier au Dragon, fait partie de ces quelques rares romans du XIIIe siècle. Donc, nous dévoile en quelque sorte une partie inconnue de cette légende. Donc voilà pourquoi ce texte
Donc, et un texte écrit en langue française, puisque c'était la langue de Chrétien de Troyes, la langue dans laquelle les auteurs ont ensuite écrit en prose. C'était aussi une langue internationale. Écrire en français, c'était la manière de donner une grande diffusion à son ouvrage. On écrivait en français pas seulement en France, aussi en Italie, en Espagne. C'était vraiment la langue de prestige international. Donc, bon, ici, vous connaissez peut-être la table ronde qui est conservée à Winchester, qui est évidemment une fausse table ronde que Henri VIII a fait peindre, mais qui montre que cette légende se diffuse au Moyen-Âge et à la Renaissance, au point qu'on prétend retrouver des reliques, donc on fabrique des fausses reliques de cette légende, mais toujours avec ce souci de montrer en quelque sorte qu'elle est réelle. Donc il y a toujours ce jeu entre fiction et réalité qui donc touche la légende du roi Arthur. Mais donc, pour revenir à Ségurant ou le chevalier au dragon, je me suis posé la question, d'où vient Ségurant? Est-ce que son origine est à chercher en quelque sorte en Grande-Bretagne, dans les sources celtes, comme Merlin et le roi Arthur? C'est la première piste que j'ai eue. Je n'ai pas trouvé de traces de Ségurant, en tout cas de ce chevalier au dragon, dans les textes celtes. J'ai cherché dans les premiers textes français, je n'ai pas trouvé. Et en fait, il s'est avéré que les fragments les plus anciens qui mentionnent Ségurant ont été écrits en Italie, mais en français. En quelque sorte, cette littérature se diffuse dans toute l'Europe, donc on commence aussi en Italie à écrire en français. Et donc c'est dans mon propre pays que j'ai trouvé donc les premières traces de Ségurant. Sans doute dans la région de Venise, puisque le texte dont je parlais, les prophéties de Merlin, est un texte qui a été écrit en 1272-1273 par un franciscain anonyme à Venise, ou en tout cas dans la région de Venise. C'est un texte qui fait l'éloge de Ségurant, qui parle de Ségurant comme le meilleur chevalier de la table ronde, alors qu'il n'est pas connu ailleurs. Hein, vous voyez, c'était un grand énigme à résoudre. Donc, je me suis dit, il faut que je cherche des traces de ce chevalier en Italie, en tout cas des traces d'un chevalier au dragon en Italie. Donc, j'ai commencé ma quête et je suis tombé sur le château de Roncolo en Italie, dans le Tyrol. Et je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Donc, c'est une autre scène du documentaire, et d'où une hypothèse que j'ai pu formuler sur les origines de ce chevalier au dragon. Anna Bernardo me conduisait à la galerie des Triades. On y trouvait 9 héros historiques et légendaires, choisis pour incarner l'idéal de la chevalerie. Re Artù, Carlo Magno, Carlo Magno, questo terzo. e il terzo è Goffredo di Buglione. I 3 cavalieri della tavola rotonda, Parsifal, Gawain e Ivano. Poi ci sono le 3 più famose coppie di amanti. Tristano e Isotta. Tristano e Isotta naturalmente al centro. Fino ad arrivare ai 3 eroi più valorosi, e forse questo non ti può interessare. Quindi abbiamo Teodorico con la sua spada, al centro Sigfrido e il suo scudo con la corona, come viene descritto nei Nibelunghi. Siegfried, le célèbre héros de la chanson des Nibelungen. Lui aussi, il pourchassait un dragon. Mi chiedo appunto se Sigfrido abbia potuto ispirare Ségurano, perché entrambi seguono un drago e anche il nome è simile. Sì, sicuramente.
Il Tirolo non lo dobbiamo immaginare come una terra chiusa, ma anzi come un punto di contatto tra nord e sud, in particolare tra Germania meridionale e Italia settentrionale. Quindi sia la letteratura arturiana che quella più germanica erano molto apprezzate qui in Tirolo. Tra l'altro conservato un manoscritto che risale al XIII secolo e che pare sia stato scritto proprio in Tirolo, che contiene i Nibelunghi. Quindi Siegfried avrebbe potuto attraversare le Alpi qui in Tirolo per arrivare fino in Italia. È sicuramente affascinante come ipotesi e non lo escluderei. La présence de Siegfried dans les fresques du château de Roncolo ouvrait une nouvelle piste. Et si Ségurant n'était autre que Siegfried, convié à la table ronde, sous la plume d'un auteur italien? Voilà, donc ça c'est l'hypothèse que j'ai formulée, que j'ai suivie, puisque dans ce château on trouve côte à côte, en tout cas très proche, le roi Arthur et Siegfried, donc héros qui tue un dragon. Certes, la figure du héros qui tue le dragon, on en trouve plusieurs au Moyen-Âge. Néanmoins, trouver ces personnages qui ont un nom qui n'est pas si dissemblable, en Italie, trouver ce croisement des légendes, je me suis demandé si ce n'était pas possible. Ce qui montre aussi que les légendes au Moyen-Âge circulaient plus de ce que l'on imagine en général, et donc je me suis posé cette question, est-ce que Ségurant ne serait pas en fait Siegfried? Et en effet, donc j'ai continué la recherche en Allemagne, je vais vous montrer la suite. Pour me rendre en Allemagne, au château de Drakenburg. Construit en 1882 par un riche banquier, ce magnifique palais néo-gothique est une ode à la chanson des Nibelungen. En cette fin de siècle, le compositeur Richard Wagner fait de Siegfried le héros romantique de son cycle d'opéra L'Anneau des Nibelungen et remet au goût du jour les légendes médiévales. Aventüre von den Nibelungen. Uns ist in alten Meeren wundersvill geseit, von helleden Lobbebeeren, von großer Arbeit, von Freude und Hochgezieten, von Weinen und Klagen, von Kurner Reckestrieten, mugget ihr nur Wunder hören sagen. Je retrouvais le professeur Jürgen Wolf, spécialiste de littérature médiévale. Il m'avait apporté un facsimilé d'un manuscrit de la chanson des Nibelungen. Hier beginnt die Geschichte der Nibelungen. Und in unserer Handschrift sehen wir hier die große Eingangsinitiale und es ist eine Drachen. Was ist das Nibelungenlied? Es ist im Wesentlichen eine Geschichte von zwei, könnte man sagen, großen Heldenfamilien. Einmal die Burgunden und um die Helden, die in Xanten. Und ja, in diese Welt der Burgunder kommt ein großer Held von außen, aus Xanten. Das ist Siegfried. Im Nibelungenlied wird über den Drachen, den Drachenkampf und Siegfried ja meistens nur sekundär erzählt. Und er berichtet jetzt wieder vom Hörensagen. Einen Linddrachen, den De sa main, le héros a tué le dragon. Il se baigna dans son sang. Wir sehen, diese ganze Geschichte von Siegfried, von Drachenkampf und so weiter, ist dem Autor gut bekannt, ist dem Publikum gut bekannt,
Man braucht sie nur anzitieren, jeder kennt diese Geschichte. Seguran and Siegfried seem to be two variations of the same myth. They both chase a dragon and they both pass through a wall of flames. Siegfried, der ist sozusagen im kulturellen Gedächtnis dieser höfischen Gesellschaft vorhanden, fest eingespeichert. Und zwar in einem ganz großen Raum, den man umschreiben kann, Frankreich, Italien, Deutschland und natürlich auch den gesamten nordischen Raum. Also diese Geschichten rund um Drachen, Drachenkämpfer und vor allen Dingen auch mit dem Namen Sigurd verbunden aus der nordischen, werden vor allen Dingen auf dem Festland etwa ab der Zeit um 1200 schriftlich überliefert. Wir haben aber im Norden viel ältere archäologische Zeugnisse, vor allen Dingen in Schweden, dann auch in Norwegen und in Island. Und aus diesem Reservoir schöpft ja dann auch dein Autor. L'origine de Ségurant était sans doute à chercher bien plus au nord. Le professeur Jürgen Wolf me lançait sur la piste d'un chasseur de dragons hors du commun. Sigurd, le héros des sagas vikings. Les plus anciennes traces de Sigurd remontaient à l'âge des Vikings. Il ne s'agissait plus de manuscrits, mais d'immenses pierres couvertes d'inscriptions et de dessins gravés. Les pierres runiques. Érigées entre le IVe et le XIIe siècle, on en compte plus de 3000 à travers la Scandinavie. Accompagné d'écritures en runes, cet alphabet de 24 signes que les archéologues ont pu déchiffrer, elle constitue des monuments à la mémoire des morts. Je traversais la Suède en direction du comté de Södermanland, où plus de 300 pierres ont été découvertes. La plus spectaculaire d'entre elles s'est trouvée à quelques kilomètres d'Eskilstuna. J'avais pour guide Bo Eriksson, historien à l'université de Stockholm et spécialiste de la mythologie viking. La pierre était énorme et les inscriptions, vieilles de plus de 1000 ans, en partie effacées. Hela dragkroppen, ser du det? Ända runt så. Det är Fafners dragkropp. Om du tittar här så ser du, hela den här delen här, det handlar om Sigurd, om Sigurds drakdödaren, Fafners barne. Regin är fosterfar till Sigurd och han tar med sig Sigurd till Gnitaheden där draken finns och då tar han sin häst Grane och de rider dit. Och när de är där och när Regin och Sigurd nu kommer till Gnitaheden, då gräver han en grop och gömmer sig för draken. Sen när draken kommer krälande ner här, då sticker han upp svärdet. Sticker ett svärd i drakens kropp. Och han skär också ut hjärtat på draken som han lägger över elden. Och för att känna efter om det är riktigt tillagat ordentligt så sätter han tummen på det. Men då bränner han sig och då sätter han tummen i munnen och då får han i sig drakblodet. Drakblodet gör att han hör fåglarna i trädet. Och de fåglarna säger att Regin, hans fosterfar, ska döda Sigurd.
då tar Sigurd sitt svärd och dödar Regin. Därför har inte Regin ett huvud där borta. Han tar hästen och skatten och rider iväg. And what's the meaning of this runic inscription? Ja, själva runinskriptionen berättar en annan historia än den om Sigurd. Den berättar om Sigrid som anlägger en stor bro här som hon gör för sin makes skull. Och det ser man här. För själ, alltså för hans själ. Och här ser vi Holmgers, hans namn står där. What do dragons represent for the Vikings? Drakarna representerar både det goda och det onda, både ordning och kaos. Men sen var det ju så att drakar och stora ormar, det fanns ju på vikingarnas skepp och bonader, på föremål. Så för vikingen var draken en mycket välkänd symbol. Och i det här fallet med Sigurd och draken så handlar det om ett slags mandomsprov, att man skulle ha ihjäl en stor drake. Det var den ultimata prövningen. But this dragon is real, isn't it? Den här draken är verklig. Det är en människa som har förvandlat sig till en drake. Men i legenden, i själva berättelsen, så är den ju fysisk. Det här är en... You can see his hand around the sword, and the sword is perching into the dragon's body. Verklig varelse, ja. Voilà, donc vous avez vu que Siegfried et Sivar sont un même... Siegfried et Sigurd sont un même personnage, sont deux avatars d'un même héros, donc à la base un héros scandinave, mais qu'on ne trouve pas seulement en Scandinavie, on trouve aussi en Allemagne et même en Italie. Au nord de l'Italie, en effet, j'ai trouvé un témoignage d'un moine scandinave au XIIIe siècle qui passe en Allemagne et va jusqu'en Italie et dit en effet que cette histoire a été connue aussi là-bas. Donc, ce qui montre que ce rapprochement est tout à fait possible, plausible, d'autant plus que, comme vous le voyez, les noms Sigurd et Seguran sont assez proches, et même en Italie, dans les premiers manuscrits, Seguran est appelé Siguran. Donc, entre Siguran et Sigurd, vous voyez qu'on est très proches. Et en effet, leurs aventures se rapprochent pour plusieurs raisons. Non seulement ils poursuivent un dragon, ils traversent un mur de feu, donc il y a plusieurs aventures en commun. Mais il y a une différence majeure, c'est que Seguran ne peut pas tuer le monstre. Pourquoi? Alors, je vous raconte un peu mieux de quoi parle cette histoire. L'histoire de Seguran, le chevalier au dragon, est l'histoire d'un jeune héros qui grandit à l'écart dans une petite île qui est appelée l'île non sachante, qui rêve de se rendre à la cour du roi Arthur pour devenir le meilleur chevalier. Donc, en effet, il s'y rend et il y a un tournoi qui est organisé en son honneur où il fait des grands exploits. Il est le meilleur chevalier de la table ronde. Mais la fée Morgane, qui est donc la demi-sœur du roi Arthur, très méchante bien sûr, invoque un diable qui se transforme en dragon, qui sème la terreur au tournoi, et en quelque sorte, Seguran reste ensorcelé et est obligé à poursuivre ce monstre. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que donc ensuite le héros part à la poursuite du monstre, et Morgane persuade le roi Arthur qu'en réalité, ce chevalier n'a jamais existé. Et ce qui est encore pire, c'est que le manuscrit s'arrête peu après au milieu d'une phrase. Donc, imaginez mon état. Alors, est-ce que l'histoire est finie? Est-ce qu'elle n'est pas finie? Qu'est-ce qui se passe là? Alors, d'un certain côté, je me suis dit peut-être que l'histoire est finie. Peut-être que c'était une façon pour l'auteur qui écrit au XIIIe siècle, après les quelques grands romans de la table ronde, c'est une manière d'introduire un nouveau personnage en disant il existe, mais en réalité il n'existe pas, il a été oublié, donc moi je vous raconte la vraie histoire, les autres ne le savent pas parce que c'est la faute de la fée Morgane. Donc à travers une sorte de stratégie que j'appelais la stratégie de l'illusion, en quelque sorte, il fait disparaître son héros puisque les premiers romans n'en parlent pas. Donc il voulait créer le meilleur héros, mais en même temps, ils essaient déjà Lancelot, Tristan, ils devaient expliquer en quelque sorte pourquoi il était le meilleur et pourquoi les autres romans n'en parlent pas.
Et donc il explique comme ça, parce qu'en réalité, la fée Morgane a fait croire au roi Arthur et aux autres chevaliers qu'il n'a jamais existé. Donc ça, c'était une possible réponse. Mais tout de même, cette fin si abrupte est très étrange. Alors, comme je vous l'ai dit, ce manuscrit est un manuscrit qui mêle les prophéties de Merlin et qui, à l'intérieur, comme une sorte de compilation, présente plusieurs épisodes des aventures de Ségurant. Ce qui est étrange, c'est que les prophéties de Merlin ne sont absolument pas finies. Il manque beaucoup de textes. Il peut même manquer un tome entier, en fait. Et du coup, je me suis dit peut-être que ailleurs, je peux trouver d'autres aventures de chevalier au dragon. Mais comment chercher? Parce que, comme vous le savez, la difficulté pour les manuscrits au Moyen-Âge, c'est qu'on ne vous dit pas, on ne veut pas un titre. Ce serait trop simple s'il y avait des titres sur les livres. Mais en fait, on vous dit simplement manuscrit de la légende du roi Arthur, manuscrit du Graal, les chevaliers de la table ronde. Donc, il y a de fait des milliers et des milliers de manuscrits dans lesquels il fallait chercher. Et c'est donc un peu une mission impossible. Mais comme à l'époque j'étais très jeune, je ne me rendais pas compte que je m'embarquais dans une aventure folle. Et en quelque sorte, encore heureux que j'étais très jeune quand j'ai commencé, sinon j'aurais jamais eu la folie de me lancer dans cette aventure. Mais donc, mon idée, en quelque sorte, était bonne. C'est-à-dire, je me disais, aujourd'hui, sans doute, c'est sans doute il y a des morceaux. Mais s'il y a des morceaux ici, il y a sans doute des morceaux ailleurs. Alors pourquoi il y a seulement des morceaux? Parce qu'à une certaine époque, au lieu de lire les grands romans, on préfère lire des florilèges, des anthologies. Donc les copistes copient seulement des morceaux. Ce qui vous complique l'affaire quand vous cherchez l'histoire. Bon. Donc je n'avais pas vraiment de piste, si ce n'est chercher tous les manuscrits de la légende du roi Arthur. Évidemment, chercher là où les autres chercheurs n'avaient pas regardez, chercher un peu tous les manuscrits moins connus, moins étudiés. Et donc ça, c'était l'aventure dans laquelle je me suis lancé. Je vous montre donc la suite. Je décidai de poursuivre sans relâche la piste de Merlin et de consulter un par un tous les manuscrits liés à la figure du célèbre enchanteur. Merlin. Les manuscrits sont souvent des copies de copies. Peut-être que plusieurs copies contenaient différentes parties de l'histoire et qu'en consultant une par une toutes les copies, il était possible de tomber sur la suite de l'histoire. Je parcourais des centaines de manuscrits sans rien trouver. Jusqu'à ce que je tombe sur le nom de Ségurant. Ségurant le Brun, c'est lui qui chevalier le devait faire. C'était à la Fondation Baudemer, à Genève. Voilà, donc vous comprenez pourquoi je suis très ému de présenter aujourd'hui ici mes recherches, parce que ici à la Fondation Baudemer, on avait la suite de mon histoire. Un morceau, en tout cas, de la suite de mon histoire. Donc, en fait, l'histoire, elle continue avec le fait qu'un chevalier, donc, à la fin de l'histoire précédente, le chevalier était oublié, mais il y avait néanmoins un jeune homme irlandais qui, lui, croyait que Ségurant existait vraiment. Donc, un chevalier, un écuyer qui s'appelle Golistan. Et donc, ici, je retrouve la suite avec Golistan, qui cherche donc le chevalier au dragon. Et en effet, il le trouve. Donc, voilà. Si ce n'est que quelques épisodes après, ça s'arrête encore. Et donc, il fallait reprendre ma quête et continuer la recherche ailleurs. C'était absolument pas fini. C'était bien, mais c'était une fausse espoir de tout trouver. Il n'y en avait qu'un morceau, mais un morceau important. Donc, j'ai continué mes recherches. Pour plusieurs années, je n'ai rien trouvé. Et à un certain moment, je me suis rendu compte qu'il fallait que je cherche, en effet, dans des manuscrits où personne n'avait regardé, les manuscrits que personne n'avait étudiés. Donc, j'ai commencé à étudier des manuscrits brûlés, des manuscrits en limbo. Donc,
Alors ça, d'abord les manuscrits les très beaux manuscrits de la Fondation Bodmer. Voilà, celui-ci c'est le manuscrit 96 qui est un 2 volumes, 96A, 1, 96-2, et puis le manuscrit 116, des magnifiques manuscrits qui contenaient d'autres morceaux de cette histoire. Et après, comme je le disais, je me suis dirigé plutôt vers des fragments. Et là, c'était très compliqué parce qu'il y avait des archives entières. Donc ça, je vous montre un manuscrit qui est à Bologne. Donc, un manuscrit qui appartenait à la bibliothèque de la riche famille Est de Ferrare. Et ces manuscrits ont été... donc, la bibliothèque d'Est a eu... bon, elle a brûlé plusieurs fois, elle s'est écroulée. Bon. Et donc, les manuscrits ont été dépecés et les feuillets ont été réutilisés comme couverture de registres dans les siècles suivants. Et donc, à Bologne, ils avaient plusieurs morceaux, et dans l'un de ces morceaux, il y avait quelques épisodes de mon manuscrit de base, de manuscrit qu'il y avait à la bibliothèque de l'Arsenal, des épisodes c'est un manuscrit qui remontait au XIIIe siècle, écrit en Italie, qui montrait donc, confirmait en quelque sorte mes hypothèses sur les origines, mais j'ai trouvé aussi d'autres morceaux de l'histoire. D'abord, je vous montre, alors, ça, parce que ces manuscrits, parfois, on n'arrive pas à les lire, parce que les écritures sont très effacées, donc on utilise la lampe de Wood, une lampe à lumière ultraviolette, qui permet de lire les écritures effacées. Parce qu'elle met en valeur, elle met en évidence l'encre, enfin, elle met plutôt les pigments de fer qui se trouvent dans l'encre, et donc on arrive à lire des choses qu'autrement on n'arriverait pas à lire. Donc je vous montre un peu ces fragments de Bologne où j'ai trouvé d'autres morceaux. Certo. Ségurant. En selle forêt, Ségurant rencontra une des plus belles demoiselles qui fut en tout le monde, et sa beauté estuait telle. Dans une forêt, Ségurant rencontra la plus belle demoiselle au monde. Sa beauté était telle que toute la forêt resplendissait autour d'elle. Et quand elle comprend que c'est Ségurant, le meilleur chevalier au monde, il lui plaît beaucoup. Incroyable. Au milieu de ces résidus de parchemin se trouvait un épisode inédit. Certes, un épisode inédit, mais avec un gros problème. En général, Ségurant poursuivit un dragon. Ici, il y a une jeune femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une métamorphose étrange. En effet, je me suis rendu compte que l'histoire a eu un tel succès à l'époque que des personnes ont décidé de la réécrire. Donc, il y a eu plusieurs réécritures. Et en effet, ici, c'était en quelque sorte une fausse piste, puisque je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas une seule histoire, mais plusieurs histoires. D'où la complication extrême de cette recherche. Alors pourquoi faire tomber Ségurant amoureux? Parce que tous les chevaliers de l'époque devaient être amoureux. C'était l'époque de l'amour courtois. Lancelot aime Guenièvre, Tristan aime Iseux, et lui il poursuit un dragon, ça va pas du tout en fait. Hein. Et du coup en fait, ce copiste a décidé de lui inventer une jeune femme, en quelque sorte. En effet, c'est un chevalier un peu atypique. C'est un chevalier qui, dans la version d'origine, n'aime pas une jeune femme. À l'époque, les armes et l'amour étaient liés. Un chevalier accomplissait des exploits, participait à des tournois pour une dame. Et ici, il y a un chevalier qui poursuit un dragon, qui accomplit des exploits pour faire accroître sa propre renommée, mais pas pour une dame. Donc voilà la volonté de la part d'un copiste au XIIIe siècle de réécrire l'histoire à sa façon.
Donc, à partir de ce moment, je me suis rendu compte, en effet, que je m'étais mis dans une recherche particulièrement compliquée, puisqu'il fallait non seulement chercher tous les morceaux, mais aussi dater les différents morceaux, faire un puzzle immense, comprendre quel morceau allait avec les autres, quel morceau était en quelque sorte extérieur et réécrit. Donc, d'où les 10 ans que j'ai passé dans cette recherche, parce que c'était un vrai labyrinthe. En tout, j'ai trouvé 28 manuscrits, donc dispersés dans toute l'Europe, 28 manuscrits avec des morceaux de l'histoire de Ségurant, mais aussi plusieurs manuscrits, plusieurs dizaines de manuscrits qui font mention de Ségurant ou de manière indirecte parlent de Ségurant. J'ai trouvé aussi des morceaux traduits en italien, en anglais, en espagnol, ce qui montre que c'était un best-seller à l'époque, qui avait très étrangement disparu. Je reviendrai après sur les raisons étranges de cette disparition. En tout cas, voilà, je me suis rendu compte que c'était une bonne piste que de chercher dans des manuscrits comme ça, des manuscrits en fragments ou des manuscrits brûlés. Et du coup, je me suis lancé dans une autre folle recherche, chercher à la bibliothèque de Turin, une bibliothèque qui a brûlé en 1904. Il y a eu un incendie immense qui a détruit 2500 manuscrits. Ce qui fait que les manuscrits ne sont plus vraiment accessibles, donc ils les conservent dans des grosses boîtes en carton. Certains ont été un peu restaurés, d'autres non, et ont été restaurés plus ou moins bien selon l'époque à laquelle ils ont été restaurés. Et du coup, là aussi, ça a été une très grosse recherche, mais qui a porté ses fruits. Donc ici, j'ai découvert des manuscrits que l'on croyait brûlés. Il y avait 6 immenses manuscrits. Tout le monde disait qu'ils étaient brûlés, mais en fait, ils existaient encore. Si ce n'est que il manque une grosse partie. Et dans ce manuscrit-là, j'ai trouvé donc voilà, Ségurant et son dragon. Mais autre gros problème, ces manuscrits ne pouvaient pas vraiment être lus parce que, comme ils ont été restaurés, l'encre a traversé les deux côtés et donc vous lisez en même temps le recto et le verso. Et la lampe de Wood n'était plus suffisante, donc la lumière ultraviolette que vous avez vue avant n'était plus suffisante pour le lire, d'où, comme vous allez voir, une technique différente que j'ai utilisée qui s'appelle l'imagerie multispectrale. Peu lisible. Il problema qui è che l'inchiostro ha attraversato la pagina e quindi il testo è illeggibile. Illeggibile, ma la differente risposta spettrale tra l'inchiostro che è presente su questo lato della pagina e l'inchiostro che ha attraversato la pergamena, questa differenza a occhio nudo relativamente poco visibile, soprattutto sui colori scuri, in realtà è sufficiente per permettere l'identificazione tramite analisi matematica. J'avais à mes côtés Vania Markovac, spécialiste de l'imagerie multispectrale. Tutto questo sporco va a sparire e rende quasi perfettamente leggibile il lato della pagina che ci interessa. Wow, impressionante. Noi riusciamo a leggere quasi perfettamente già in questa prima fase. Ségurant monta à cheval et erra tout le jour sans aventure trouvée. Che si vedrà meglio nel visibile. Ségurant saute un pied vers le dragon, l'épée au poing. Le dragon venait vers lui, comme un moffet. Si. Voilà, donc dans ce manuscrit, j'ai trouvé le combat de Ségurant contre le dragon, où Ségurant finalement tue le dragon, ce qui est en contradiction avec l'histoire, puisque le premier narrateur expliquait bien que le dragon ne pouvait pas être tué. Donc je me suis rendu compte qu'à la fin du Moyen-Âge, on a réécrit l'histoire. Et donc mon travail a été celui de reconstituer toutes les versions de ce roman, ce que j'ai fait au bout de ma recherche. Donc quand j'ai trouvé tous les morceaux, il ne suffisait pas de trouver tous les morceaux, mais il fallait réagencer tous les morceaux, dater tous les morceaux et finalement reconstituer donc plusieurs versions de ce roman. D'où donc les textes que j'ai publiés. Là, vous voyez une étude qui est issue de ma thèse
et les 2 volumes avec le texte en ancien français. Alors vous voyez que l'un s'appelle la version cardinale, donc qui est la première version que j'ai trouvée, qui est la version la plus ancienne, qui raconte les premières aventures de Ségurant jusqu'à sa disparition à la poursuite du dragon, et ensuite les versions complémentaires et alternatives, donc avec toutes les continuations, voilà. Donc c'est comme ça que j'ai organisé toutes les versions de ce roman retrouvé, que vous pourrez donc enfin lire en français moderne, puisque, comme on le disait, là vous avez le texte qui sortira donc en octobre chez Les Belles Lettres, une traduction en français moderne, et parallèlement ça sortira aussi en italien et en anglais, avec donc ce texte enfin lisible et les aventures de ce chevalier oublié de la table ronde, donc qui a été inventé au XIIIe siècle en Italie, en langue française, mais qui donc inspiré sans doute d'un mythe germanique et scandinave. Donc on est vraiment au croisement de plusieurs cultures. Je dirais que c'est un peu le fils de plusieurs cultures qui se sont unies à un certain moment, ce chevalier Ségurant. Et enfin, comme on le disait, toutes les autres créations autour de cet univers, puisqu'il y a aussi une BD, donc BD avec un dessinateur que j'aime beaucoup qui s'appelle Emiliano Tanzillo, qui habite et travaille à Rome, et dans lequel j'ai réécrit cette histoire en me fondant surtout sur mes frustrations, sur ce que je n'ai pas pu trouver, puisque l'histoire raconte que le Ségurant sera désensorcelé par le Graal et sera libéré donc, par le Graal, mais je n'ai jamais trouvé l'épisode du Graal. Donc finalement, il me manquait un morceau tout de même important, même si voilà, j'ai pu reconstituer l'histoire. Et donc, dans cette BD, j'ai un peu raconté l'histoire de la quête du Graal, en m'inspirant évidemment de tout ce que j'avais trouvé, mais aussi en créant un véritable univers qui remonte en quelque sorte aux sources celtiques et aux sources scandinaves, puisque, comme je vous le disais, la légende du roi Arthur, en quelque sorte, nous parvient dans une version christianisée, mise par écrit plusieurs siècles après. Et donc, c'était une tentative aussi de remonter aux sources de cette magie ancestrale qui a été un peu gommée dans les versions christianisées. Donc, autour de ce mythe du Graal qui peut-être n'était pas, comme on nous le dit, comme nous le disent les textes français, le calice avec le sang du Christ. Alors ici, vous voyez les personnages. Donc ce personnage, je l'appelais Sivar pour ne pas l'appeler Ségurant, puisque Sivar était le nom qui est donné à Sigurd dans certaines ballades scandinaves. Ici, vous avez la fée Morgane. Et ici, vous avez les compagnons de Ségurant qui sont inspirés de ceux qu'il a dans les textes du Moyen-Âge. Donc, il est flanqué par un chevalier très enjoué qui s'appelle Dinadan, que j'ai rebaptisé ici Didan, c'est plus court, qui est un peu le chevalier enjoué, puisque c'est un roman aussi qui met un peu à distance les aventures héroïques, dans lequel on trouve un certain... on rigole aussi, on rit de ces aventures. C'est pas seulement un texte très sérieux, comme on l'imagine parfois les textes du Moyen-Âge, mais les romanciers savent aussi faire rire, savent aussi amener une dimension comique à ces romans. Et après Gaulistan, rebaptisé Gaulian, qui est cet écuyer d'Irlande que j'ai trouvé ici à la Fondation Bonne-Mère et que vous voyez ici en version BD. Et donc ici quelques planches pour vous montrer donc ce travail, voilà, qui donc reprend l'histoire du chevalier au dragon. Voilà. Et donc, après cette BD donc, qui s'adresse aux adolescents et aux adultes, j'ai voulu faire aussi un autre ouvrage qui est destiné plutôt aux plus jeunes, donc disons aux enfants entre 8 ans et 11 ans, qui raconte à la fois l'histoire de Ségurant, mais simplifiée pour un public plus jeune, et maquette de manuscrits. Et je termine sur ça, sous les images encore en cours. Donc là, vous voyez donc, un premier essai de cet album Jeunesse qui sortira chez Le Seuil Jeunesse, et donc de cette quête
de manuscrits. Vous voyez les premières planches pour raconter cette quête à travers l'Europe. Donc voilà. Donc il y aura plusieurs ouvrages qui raconteront cette histoire, cette aventure personnelle, mais aussi ces aventures du chevalier au dragon. Et je vous remercie, je suis très ému d'avoir pu présenter mes recherches ici, puisque la Fondation Bodmer a joué vraiment un rôle essentiel dans mes recherches. Un très grand merci.